Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3138 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 5 décembre avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec l'attaquant français du Paris Saint-Germain. Il s'agit de Randal Kolo Muani. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniv. En cadeau, on pourrait peut-être lui souhaiter d'avoir un peu plus de temps de jeu du côté du PSG. D'autres anniversaires aujourd'hui parce qu'il n'y a pas que lui, également Alexander Sørloth, l'attaquant norvégien de l'Atlético Madrid. Il fête aujourd'hui ses 29 ans. 29 ans également pour Timothy Castagne, joueur de Fulham. 29 ans également pour Anthony Martial, ancien joueur de Manchester United. Il a été transféré du côté de Athènes. Et également le milieu central d'Aston Villa, Ross Barkley, fête aujourd'hui ses 31 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier. Et on commence tout d'abord en Espagne, en Liga, avec le Real Madrid qui jouait hier soir du côté de Bilbao pour un match du championnat espagnol. Donc défaite du Real Madrid 2-1 à San Mamés. Donc le buteur côté Real Madrid, c'est Jude Bellingham. A noté que Kylian Mbappé a eu un penalty. De nouveau, pas marqué, enfin de nouveau le gardien l'a arrêté. Donc voilà, défaite du Real Madrid. Donc voici les statistiques de la partie. Donc le Real a eu plus de possession de balle, 64, plus de tirs, 10 tirs et plus de tirs cadrés. Mais c'est bien l'Athletic Bilbao qui s'est imposé dans son stade, ce gros stade qu'ils ont, le stade de San Mamés. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que Bilbao n'avait pas battu le Real Madrid, presque 10 ans sans victoire pour l'Athletic Bilbao. C'était leur bête noire, le Real Madrid. Ils mettent fin à cette série noire, parce que depuis 10 ans, ils n'avaient pas gagné. Donc les Merengues s'inclinent pour la première fois face aux Basques depuis 2015. Ça faisait 9 ans, en gros, qu'ils n'avaient pas perdu le moindre match contre Bilbao. Et du coup, défaite pour cette équipe du Real Madrid. C'est déjà quand même la 5e défaite sur les 11 derniers matchs. C'est que le Real vit une saison très compliquée. Un petit rappel, la saison dernière, il y a eu seulement 2 défaites, 2 fois contre l'Atlético, une fois en Liga et une fois en Coupe du Roi. Pas d'autres défaites. Là, le Real est déjà à 5 défaites alors qu'on est seulement à la mi-saison. Ça fait beaucoup. Bien sûr, du côté du Real Madrid et Ancelotti, à la fin de la rencontre, donc le coach italien, il a dit, donc on s'est bien battu, on méritait au moins le match nul, nous nous améliorions. On est toujours dans la course au titre, bien sûr, parce que voilà, c'est pas que le Real s'est incliné et que le Barça s'est imposé avant-hier, que ça y est, la Liga est pliée. Non, pas du tout. Voilà, la Liga va pas se jouer au mois de décembre, se jouera dans quelques mois. Et il parle aussi des tireurs de pénalty. Il a dit Jude, Vini et Kylian, n'importe quel tireur est bon. Mais bon, hier de nouveau, bien sûr, c'est Kylian Mbappé qui a pris le pénalty. On peut le voir. Et de nouveau, il n'a pas réussi à marquer son penalty. 2 échecs sur ses 2 dernières tentatives. Donc là, il y a quelques jours, du côté de Liverpool. Et c'est la même chose, les gars. Il a tiré de la même façon. Petit arrêt avant de frapper. Et frappe croisée à mi-hauteur. Et au même endroit, il a tiré au même endroit du côté de Anfield, la semaine dernière en LDC. Et 2 fois arrêt du gardien. Donc voilà, pourtant, les pénaltys, ne croyez pas que c'est facile. Mais Mbappé, on sait qu'il était réputé à les mettre. Mais là, c'est vrai qu'il a beaucoup de mal à marquer des tirs au but. Et Aguirrezabala, donc le gardien de l'Athletic Bilbao, hier à la fin du match, il a dit Mbappé, j'ai regardé ses pénaltys, c'est difficile. J'ai vu celui contre Liverpool. Donc je pensais qu'il irait du même côté. Et heureusement, j'ai bien deviné. Voilà, parce que bien sûr, il s'est dit s'il y a un penalty, Mbappé va certainement le tirer. Il a regardé les derniers penaltys tirés de Kylian Mbappé et c'était souvent ce côté-là. C'est pour ça qu'il s'est dit je vais sauter, je vais plonger de ce côté-là. Puis il a bien fait vu que ça a été arrêt. Et c'est que Mbappé, les gars, sur ses 9 derniers penaltys en club, toute compétition confondue, il en a quand même manqué 4. C'est quand même il a un loop quasiment 1 sur 2 là sur ses 9 derniers. Kylian Mbappé. Outre son penalty pas inscrit, il a quand même fait encore un match très compliqué, Kylian. Il y a quelques jours contre Getafe, il avait été élu homme du match. Donc c'est un match sur 2, on a l'impression que Kylian Mbappé soit il fait un gros match, ou soit il passe à côté de son match. Donc hier il est passé à côté de son match. Donc un penalty raté, déjà ça fait tâche. Donc 14 pertes de balles, 50% seulement de duels perdus. Donc 50% de duels gagnés, donc 1 sur 2. C'est très moyen pour un joueur du calibre de Kylian Mbappé. 2 dribbles réussis sur 5 tentés et 2 grosses occasions ratées. Voilà, encore un match très compliqué de la part de l'attaquant français. Et Mbappé a réagi sur son compte Instagram. À la fin du match, il a mis regardez sur sa story. Il a mis un petit message là en gros. Mauvais résultat. Une grosse erreur dans un match où chaque détail compte. J'en assume l'entière responsabilité. Par rapport au penalty pas inscrit. Donc un moment difficile, mais c'est le meilleur moment pour changer cette situation et montrer qui je suis. On espère bien sûr, mais voilà, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour Kylian Mbappé du côté du Real Madrid. Et Ancelotti, qui a au sujet de Kylian Mbappé, également en conférence de presse, il a dit Mbappé est triste. Nous ne pouvons pas résumer sa performance au fait qu'il ait raté un penalty. Nous devons lui laisser le temps de s'adapter. Il lui faut encore du temps d'adaptation à Kylian Mbappé qui est arrivé, n'oubliez pas, au mois d'août dernier. Il avait joué son premier match, il lui
faut encore de l'adaptation. Bon, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui s'adaptent très rapidement. Je pense à Jude Bellingham, quand il est arrivé en 2023, dès les premiers matchs, il marquait à chaque match. Il était énorme saison dernière, meilleur joueur la saison dernière, donc lui, il a peu eu le temps d'adaptation. Jude Bellingham, même Mbappé, peut-être qu'il lui faut plus de temps d'adaptation du côté de ce grand club qu'est le Real Madrid. Et dès qu'il a loupé son penalty, Kylian Mbappé, regardez qui est parti le soutenir, c'est Jude Bellingham, les gars, qui est parti réconforter Kylian Mbappé dès que Kylian, bien sûr, a loupé son péno. Et tiens, en parlant de Jude Bellingham, donc lui, c'est l'inverse, lui qui avait très mal débarré début de saison, donc là tous les derniers matchs ça va mieux, et surtout il marque à chaque match. Il n'avait pas marqué au bout de 10 ou 12, 13 matchs, et là sur les 4 derniers matchs à chaque fois un but. Donc sur ces 4 derniers matchs de Liga, à chaque fois buteur. Il a même fait un coup, une passe D une passe D contre Retafe, contre Osasuna. Donc voilà, on a l'impression de retrouver le Jude Bellingham de la saison dernière. C'est simple parce qu'il joue un peu plus haut, voilà, dans le dispositif il a un peu changé, parce qu'en début de saison il joue un peu plus bas pour mettre Vini, Rodrigo, Mbappé titulaire, mais vu que là il en manque toujours un, il manque soit Vini, il manque soit Rodrigo. Et du coup il joue un petit peu plus haut, il joue juste derrière les attaquants. Et voilà, c'est son poste où il est le meilleur. Parce que regardez, la preuve, les stats sont en sa faveur. Et on va parler aussi de Valverde, parce que lui c'est très très rare. En gros, sur le deuxième but pris, c'est lui qui fait la grosse boulette. Il essaie de se retourner et il se fait prendre le ballon. Et du coup, 3 secondes après, ça fait but. C'est lui, bien sûr, à cause de lui, on va dire le deuxième but pris. Donc le Real Madrid venait d'égaliser, mais sur une bévue de l'Uruguayen, Bilbao reprend l'avantage dans la foulée 2-1. Et c'est vrai que Valverde a joué 279 matchs avec le Real Madrid, et le deuxième but de Bilbao était la première fois qu'il commettait une erreur menant en but. Avec lui, c'est un joueur très régulier. Je pense que aucun supporter du Real Madrid va critiquer Fede Valverde par rapport à ce qu'il a fait hier, tellement qu'il a apporté au club. Ça arrive bien sûr de temps en temps de faire une boulette. Il l'a fait au plus mauvais moment, parce que le Real Madrid venait juste d'égaliser. Et voilà, donc du coup, défaite bien sûr de l'équipe madrilène au classement. Ça donne quoi? Ça donne que ça fait les affaires du Barça, parce que le Barça s'est imposé 5-1 avant-hier. Et du coup, le Barça 4 points d'avance sur le Real Madrid, mais le Real a un match en retard, donc contre Valence. Donc si on va dire en compte que le Real s'impose contre Valence, donc le Barça aura toujours un point d'avance sur le Real Madrid. Donc voilà, par rapport bien sûr aux 2 premiers de la Liga, si vous voulez avoir tout le classement. Tiens, Bilbao qui s'est imposé hier, 4e, ils sont 29 points. Il y a juste l'Atlético, le Real et le Barça bien sûr devant eux. On quitte l'Espagne avec également une journée de Première Ligue, pas mal de rencontres à parler. On commence tout d'abord avec le leader Liverpool qui joue à Newcastle. Un stade toujours très compliqué d'aller chercher des points, donc un match foot, 6 buts dans la rencontre et 3 partout. Donc côté Newcastle, donc Alexander Isak, Gordon et Chara en toute fin de rencontre, 90e, ils ont égalisé, ils perdaient 3-2. Newcastle, ils ont égalisé pour prendre au moins un point en toute fin de match. Et côté Liverpool, donc Curtis Jones, buteur, et un doublé de Mohamed Salah sur une passe D, Curtis Jones de Mohamed Salah. Donc Salah, double buteur et passeur D. Donc voilà, comme d'habitude, Salah, encore un énorme match de sa part. Donc voici les statistiques de la partie. Donc j'ai pas vu le match, mais bon, ça a été un match plutôt serré, 17 tirs pour Newcastle, 16 pour Liverpool. On va dire le nul est plutôt logique d'après les statistiques. Et Mohamed Salah, on va parler de ce joueur, parce que quel joueur, Donc double buteur et passeur D face à Newcastle. Donc son bilan cette saison, donc 21 matchs, toutes compétitions confondues, donc Première Ligue, Ligue des Champions et FA Cup. Donc il est déjà à 15 buts et 12 passes D, donc décisif 27 fois en 21 matchs. Mohamed Salah, pourquoi c'est un grand joueur? Parce qu'il réalise des stats comme ça chaque saison. Voilà, le plus dur c'est de faire ça année après année. Lui il le fait depuis 5-6 ans, des stats comme ça. C'est pour ça que c'est un très grand footballeur. Et regardez sur ses 7 derniers matchs de Première Ligue, c'est exceptionnel. Donc là c'est le dernier match là, donc doublé, une passe D. Le match d'avant il avait fait un but, une passe D. Le match d'avant il a marqué un doublé. Le match encore d'avant, un but, une passe D. Donc en gros sur ses 7 derniers matchs, à chaque fois il a marqué au moins un but, puis de temps en temps il a délivré un caviar pour un de ses collègues. Et avec ce nouveau match avec un but et une passe D, je l'avais dit en plus, il avait égalé le record de Wayne Rooney, c'était le week-end dernier. Du coup là il est tout seul en tête. Donc record, Mohamed Salah devient le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à avoir marqué et délivré une passe D dans 37 matchs différents. Donc il dépasse Wayne Rooney, qu'il avait égalé lors du dernier match, 36 matchs, Wayne Rooney. Donc maintenant, Mohamed Salah est à 37 matchs où il a réalisé un but et une passe D dans une rencontre. Donc là, par exemple, il avait fait ça aussi, le match d'avant, il avait fait ça aussi là, un but et une passe D. Donc voilà, il est seul. À noter que Wayne Rooney, les gars, donc il a 36, mais il a joué quand même 214 matchs de plus que Mohamed Salah. Voilà,
pour montrer quand même le ratio exceptionnel, bien sûr, de Mohamed Salah, l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Première Ligue. Et Salah, tiens, toujours avec lui, et si on revient depuis le début de la saison dernière, donc depuis août 2023, il a joué 77 matchs pour 47 buts et 30 passes D. Les stats sont monumentales et quand même pas nommé pour le Ballon d'Or africain. Donc ça, c'est un énorme scandale parce qu'il a même mérité, il n'est même pas nommé, mais il aurait mérité de remporter tout simplement ce prix, tellement qu'il est exceptionnel. Salah, bref, et toujours tiens sur ce match, donc c'est Newcastle en face, on va juste parler de Bruno Guimaraes parce que hier, c'était sa 100e apparition en Première Ligue. C'est toujours un moment important, 100 matchs du côté de l'appel pour l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. On va parler du deuxième de la Première Ligue, c'est Chelsea. Chelsea actuellement dauphin de Liverpool. Et Chelsea jouait hier à Southampton et victoire des Blues 5-1. Donc Disasi, tiens, un joueur français a été buteur. Nkunku, autre joueur français a été buteur. Madueke, Cole Palmer et Sancho ont tous marqué 5 buteurs différents. Côté Blues, donc Chelsea à sens unique, 26 tirs, 13 tirs cadrés, 5 buts marqués. Voilà, regardez le XG, on peut voir tout en haut, est à 5.29. Donc quand il a 1, 2, c'est-à-dire que tu mérites de mettre 2 buts. Donc là, à 5.29, donc Chelsea méritait de marquer 5 buts. Ils ont marqué les 5. Donc voilà, Southampton a un XG de 1,47. Donc ils méritaient de mettre un but. Ils l'ont mis. Donc voilà, concernant Chelsea, les gars, rien à dire. Bien sûr, ils méritent totalement leur victoire. Et Chelsea, enfin surtout Enzo Maresca avec Chelsea, il a ramené du renouveau dans cette équipe. Donc 22 matchs depuis qu'il est arrivé pour 14 victoires, 4 nuls et seulement 4 défaites. Le bilan est très bon. 49 buts marqués et actuellement deuxième de la Première Ligue. Cette équipe de Chelsea, on va parler de Cole Palmer. Bien évidemment, s'il y a 5 buteurs différents lors d'une victoire 5-1, Cole Palmer a été bien sûr buteur. Donc cette saison Première Ligue, ses stats, c'est 14 matchs en PL pour 9 buts et 6 passes D. Les stats bien sûr sont très très bonnes pour Cole Palmer. Concernant Christopher Nkunku, également buteur, il a joué, ça fait plaisir parce que lui il va avoir du temps de jeu. Il a commencé titulaire, il était buteur, donc lui il a marqué 12 buts. Du côté de Chelsea, c'est lui le meilleur buteur du côté de Chelsea cette saison, toute compétition confondue. On va peut-être penser à Cole Palmer qui est le meilleur buteur, on va dire en Première Ligue de Chelsea. Mais si on rajoute le FL Cup et aussi la Conference League là, qui joue la petite Coupe d'Europe, où il a marqué beaucoup de buts, donc actuellement 12e but de la saison, toute compétition confondue pour Christopher Nkunku, meilleur buteur de Chelsea. Cette saison, le seul Erling Haaland 17 et Salah 13 ont marqué plus de buts, toute compétition confondue, parmi les joueurs de Première Ligue que Christopher Nkunku 12. Voilà, donc il y a seulement Salah et Haaland qui ont marqué plus que le joueur français. Mais à noter que Sancho vient d'inscrire hier son premier but sous les couleurs de Chelsea. Il n'a toujours pas marqué, c'est son premier but pour l'ancien joueur de Manchester, même de Dortmund. Et à noter aussi qu'Enzo Fernandez a de nouveau été décisif avec une passe D lors du match. Allez, sur ses 5 derniers matchs, quand même exceptionnel, le capitaine des Blues. Et quand on pense à la situation de Chelsea il y a un an quasiment jour pour jour, Chelsea était 12e de Première Ligue. Et un an plus tard, si on fait le bilan, aujourd'hui les Blues sont 2e à égalité avec Arsenal, avec 28 points au classement. Tiens, on va parler maintenant des troisièmes de la Première Ligue, mais ex-aequo avec la deuxième position bien sûr qu'est Chelsea. C'est Arsenal qui joue contre Manchester United et c'est Arsenal qui s'est imposé 2-0 grâce à Timber et William Saliba. Donc 2 défenseurs buteurs, donc 2 buts. Votre avis, comment ils ont marqué? 2 buts sur corner. Ils sont exceptionnels, Arsenal. C'est un cheat code pour eux. Ils sont trop forts sur coup de pied arrêté. Donc 14 tirs, 6 tirs cadrés, 2 buts inscrits pour l'équipe des Gunners. Et pour la première fois dans l'histoire du championnat, Arsenal remporte 4 victoires d'affilée contre Manchester United. Donc hier, décembre 2024, donc victoire 2-0. En mai dernier, donc Arsenal s'est imposé 1-0 à Manchester. En septembre 2023, Arsenal s'est imposé 3-1. Et en janvier 2023, Arsenal s'est imposé 3-2. Donc 4 victoires, jamais Arsenal avait enchaîné 4 victoires d'affilée en Première Ligue contre cette équipe de Manchester United, chose faite maintenant. Et comme j'ai dit, les 2 buts sont venus sur corner. Ils sont trop forts sur corner en gros. Et les Gunners ont marqué quand même 22 buts sur corner depuis le début de la saison dernière, depuis août 2023, 22 buts sur corner. C'est quand même très très fort. Ils ont j'ai vu à l'entraînement ils ont un préparateur physique coup de pied arrêté. Voilà, où ils sont très forts. Souvenez-vous contre le PSG, ils avaient marqué aussi en Ligue des Champions sur corner. Ils marquent tout le temps sur corner. C'est fou, donc voilà, ils sont redoutables. Donc Saliba était buteur. Et aussi Timber, les gars, qui a adoré son premier but. C'est son premier but avec les Gunners, également inscrit sur corner. Et côté en face, côté Manchester United, c'est une défaite. Et Ruben Amorim cède sa première défaite
avec Manchester United, lui qui arrive en place il y a quelques semaines. Donc voilà, bon, ça a été compliqué bien sûr pour l'ancien coach du Sporting. À noter juste côté Manchester, à noter que Lenny Yoro fait enfin ses grands débuts en compétition officielle avec Manchester. Il s'était blessé lors d'un match de pré-saison avec Manchester. En plus, je crois que c'était contre Arsenal, le même adversaire qu'il a joué hier, mais c'était un match amical, souvenez-vous, c'était aux États-Unis. Donc blessé depuis la pré-saison, il foule enfin les gazons de Première Ligue. Voilà, pour la première fois, ça c'est une bonne nouvelle pour lui. On espère que les blessures le laisseront de côté. On continue avec Manchester City. Ça y est, City retrouve enfin la victoire. Eux qui restaient sur, je crois, 7 matchs d'affilée sans gagner. Et bien, ils jouent contre Nottingham Forest hier. Ils ont gagné 3-0 City. Donc, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Jérémy Doku ont été les 3 buteurs côté Manchester City. Donc, parfait pour eux. 17 tirs, 7 tirs cadrés et 3 buts marqués. Ça y est. Bon, on ne dit pas qu'ils sont non plus en crise parce que quand tu enchaînes 7 défaites, tu as gagné. Tu es toujours un peu en crise, mais ça va mieux. Voilà, parce qu'il faut absolument s'imposer. Et ils ont gagné, bien sûr, l'équipe de City qui met fin à une série de 7 matchs sans victoire. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on reverra ça d'aussitôt, bien sûr, que City enchaîne 7 défaites, enfin 7 matchs sans gagner. On va peut-être attendre, je sais pas, 10-15 ans, revoir une série comme ça, même 30-50 ans, j'en sais rien. Mais voilà, quand même, ils ont fait fort de ne pas regagner pendant 7 matchs, surtout quand on connaît, bien sûr, l'équipe. Bon, bref, voilà, ils repartent avec la victoire et c'est ça le plus important. Et surtout, avant ce match, les gars, Pep Guardiola était dans le flou total, dans le brouillard, on peut dire. Et Guardiola serait injoignable et isolé dans son bureau pour trouver une solution à la mauvaise série de Manchester City. Donc ça, c'était une info avant le match. Donc voilà, il y a des gens qui l'appelaient, il répondait pas, il était dans son bureau fermé à clé. Et il devait se casser la tête. Souvenez-vous, le dernier coup, c'était griffer le visage parce qu'il disait qu'est-ce qui se passe avec mon équipe, tout ça. Bon, hier, il a trouvé la solution avec une victoire 3-0. Et à noter, les gars, que cette victoire, peut-être grâce à lui, parce qu'il était remplaçant. Regardez, il était remplaçant, enfin. Première titularisation depuis le 14 septembre dernier pour Kevin De Bruyne. Donc, il a joué titulaire. Et voilà, buteur et passeur D pour son retour dans le 11 titulaire depuis quasiment 3 mois. Il n'avait pas joué en tant que titulaire. Donc, passeur D pour Bernardo Silva à la 8e et buteur à la 31e. Voilà, peut-être ça aussi, c'est le facteur X. Peut-être que du renouveau, du match où ça va un petit peu mieux pour Manchester City. Il y avait également... 2 autres matchs, Aston Villa contre Brentford et c'est Aston Villa qui s'est imposé 3-1, donc avec un but du Polonais Matty Cash, Watkins et Rogers ont été les 3 buteurs côté Villa. Donc voici les stats dominés par Aston Villa, 20 tirs, 10 tirs cadrés et 3 buts marqués. Il y avait également Everton contre Wolverhampton, donc là c'est 2 équipes mal classées qui jouent bien sûr le maintien. Et grosse opération d'Everton avec une grosse victoire 4-0 de Ashley Young, Mangala et un doublé de Johnson mais contre son camp. Là, pas du tout une bonne nouvelle pour le joueur de Wolverhampton. Et c'est vrai que regardez, l'enchaînement est absolument terrible. Donc ça, c'est le Wolverhampton Actu France. En gros, c'est un Twitter qui relaie les infos de Wolverhampton. Donc là, ils disent 300e match en première ligue pour Johnson. Voilà, il joue. Puis le problème, c'est qu'il marque 2 buts contre son camp. Alors, voilà, ce joueur qui joue pourtant son 300e match avec Wolverhampton, en première ligue, mais doublé contre son camp. Donc un match à oublier pour lui. Bref, voici tous les résultats d'hier. Donc n'oubliez pas qu'avant-hier, le 3, donc Leicester et Crystal Palace se sont imposés. Il reste plus que 2 matchs pour finir cette journée de première ligue qui est en plein milieu de semaine. Donc c'est ce soir, Fulham-Brighton ce soir à 20h30 et Bournemouth contre Tottenham pour finir à cette journée à 21h15 ce soir. On parlera des 2 résultats bien sûr demain. Vendredi. Et niveau classement, ça donne quoi? En attendant bien sûr les matchs ce soir, les 2 dernières rencontres, le classement. Liverpool, ils ont lâché 2 points, ils ont fait nul hier. Donc Chelsea s'est imposé, Arsenal s'est imposé. Donc maintenant il y a 7 points d'écart entre Liverpool et Chelsea et Arsenal. Donc City qui regagne, qui est 5e, passe devant bien sûr l'équipe de Brighton. Bon, Brighton joue ce soir en cas de victoire. Ils seront au même niveau, après tout dépend de la différence de but. Donc Nottingham 6e, puis Manchester toujours très loin 11e de cette première ligue et l'équipe des Red Devils. On quitte l'Angleterre, on prend la direction de l'Allemagne, c'était pas de la Bundesliga mais plutôt de la Coupe d'Allemagne. On va parler d'une équipe aussi en grande difficulté, avant le match hier. C'est Leipzig. Leipzig joue contre Francfort et le RB Leipzig s'est imposé 3-0, ça va leur faire du bien. Ils ont enchaîné, je crois, sur les 6 derniers matchs et je crois qu'ils avaient fait un nul et que des défaites, un peu à l'image de City. Ils ont gagné hier, en plus au même résultat que City, 3-0. Bref, Loïs Openda doublé et un but de Benjamin Sesko. Donc voilà, parfait pour le RB Leipzig, 15 tirs, 7 tirs cadrés. Ils n'ont rien laissé à leur adversaire Francfort de Omar Marmous, seulement 2 tirs dans le match. Donc voilà, ça a été compliqué. Du coup, qualification de Leipzig pour les quarts de finale et élimination du coup de l'équipe de Francfort. Et à noter que Leipzig envisage toujours Erik ten Hag pour remplacer Marco Rose parce que malgré la victoire, c'est bien, ça va peut-être lui donner pour un peu plus respirer. Marco Rose, le coach de Leipzig, mais j'ai dit, les derniers matchs, il n'y a eu que des défaites. C'est pour ça qu'il va falloir confirmer cette victoire dès le week-end qui arrive, là, cette fois-ci en championnat.
Les autres résultats des huitièmes de finale, donc hier, voilà les matchs d'hier, par exemple, Wolfsburg s'est imposé contre Offenheim 3-0, donc qualification de Wolfsburg, qualification aussi de Cologne, 2-1 après prolongation, qualification aussi de Augsbourg, une D2, après les tirs au but, on va voir ça jusqu'au tir au but. Du coup, voilà, il y a les matchs mardi et mercredi, donc les équipes qui se sont imposées sont qualifiées pour les quarts de finale, tirage au sort, je ne sais pas, peut-être aujourd'hui, j'en sais rien, je vous montrerai bien sûr les affiches. À noter que le Bayern, n'oubliez pas, le Bayern Munich est éliminé comme le Borussia Dortmund. Il y avait également de la Coupe d'Italie, pareil, il y avait une affiche hier, un huitième de finale, la Fiorentina contre Empoli, et c'est Empoli qui s'est imposé, donc il y avait 2 partout dans le match, et du coup ça s'est fait au tir au but, pas de prolongation, et du coup c'est Empoli qui s'est imposé lors de la séance des tirs au but. Du coup la Fiorentina est éliminée, et Empoli se qualifie pour les quarts de finale. À noter que lors du match, il y a eu 2 partout, Moskin a été buteur, donc 16 matchs, toutes compétitions confondues, 13 buts et une passe D pour l'ancien joueur du PSG, mais ça n'a pas suffi vu que son équipe s'est fait éliminer. À noter que c'était le premier match de la Fiorentina, enfin ils n'avaient pas joué contre l'Inter le week-end dernier, parce qu'on sait que c'était passé avec Eduardo Bové, ils lui ont envoyé de la force, Edo, nous t'attendons, bien sûr par rapport au joueur, qui est tombé au sol lors du dernier match, qui va beaucoup mieux bien sûr depuis, parce que les nouvelles sont bonnes. Bref, voici les résultats des huitièmes de finale. Donc hier il y a eu Fiorentina Empoli, j'ai dit. Donc ce soir il y a Lazio contre Naples, belle affiche. Donc après, prochain match, ça sera le mardi 17. Voilà, dans 12 jours, ce sera la Juve contre Cagliari. Il y aura deux matchs mercredi 18 et un match le 19. Pour finir les huitièmes de finale qui vont se jouer sur 3 semaines. Voilà. Concernant du côté de l'Italie, il y avait également de la Coupe du Roi en Espagne, et le scénario est juste dingue. Donc l'UD Logroñés, une équipe de D4 espagnole, sort Girona. Girona, les gars, c'est de la première division. Donc voilà, une équipe de 4ème division élimine une première division. C'est quand même une sacrée surprise. Mais le plus fou dans l'histoire, c'est Paul Arnaud, latéral de cette équipe de Logroñés, qui a remplacé son gardien durant la séance des tirs au but et a arrêté le penalty donnant la victoire à son équipe. Alors qu'il n'est même pas gardien. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec leur gardien, j'en sais rien. Peut-être qu'il était blessé. Bref, c'est lui qui a gaulé et il a arrêté le penalty, le dernier penalty. Du coup, qualification de cette équipe. Donc Girona, c'est fini pour la Coupe du Roi. À noter les autres, le programme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il y a pas mal de matchs en Coupe du Roi. Par exemple, l'Atlético Madrid se déplace à 4C Reno pour cette rencontre. Et à noter que Diego Simeone, en conférence de presse hier, a annoncé en gros qu'Antoine Griezmann ne disputera pas ce match. Le Français restait sur une belle dynamique au club, avec 3 derniers matchs, 3 buts, mais là il ne jouera pas. Parce que là, il va faire tourner, bien sûr, Diego Simeone, vu que là, c'est une équipe de division inférieure. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, comme Girona qui a été éliminé. Mais il va faire tourner son groupe, bien sûr. À noter que le Real, les équipes, en gros, qui joueront la Super Coupe d'Espagne, donc le Real, Bilbao, Mallorca et le Barça, cette Super Coupe d'Espagne se jouera en janvier. Eux sont exempts de ce tour-là. Ils rentreront le tour suivant. Donc, prochain tour, ça sera mi-janvier. On continue avec également un match du championnat néerlandais, où l'Ajax joue contre Utrecht de partout. C'est un match en retard, les gars. C'est un match de la 5e journée. Alors là, on est déjà là, la 14e. Donc voilà, le match n'avait pas été joué. Donc du coup, il a été joué hier de partout. Et du coup, toutes les équipes sont à 14 matchs joués. Et du coup, l'Ajax avec ce nul est actuellement 2e. Le PSV toujours en tête avec 39 points dans ce championnat néerlandais. Et Utrecht, qui est quand même, qui a fait de partout, c'est comme 3e actuellement du championnat des Pays-Bas. Bref, voilà tout ce qu'il y avait à dire. Je pense avoir parlé de tout ce qu'il y avait à dire hier, niveau match des équipes, on va dire, connues. On continue avec le reste des infos. Regardez la une aujourd'hui du journal Équipe. Donc la Coupe de trône, on peut voir bien sûr Mbappé, Messi, d'autres joueurs, un genre de Botafogo, je sais pas qui c'est, et bien sûr Ousmane Dembélé. En gros, c'est la Coupe du Monde des clubs. Dans un calendrier déjà surchargé, la Coupe du Monde des clubs, dont le tirage au sort aura lieu aujourd'hui et contesté par de grands joueurs et entraîneurs jusqu'à la grève. Bon, peut-être, Mais voilà, concernant cette Coupe du Monde des clubs, et aujourd'hui, jeudi, et ce soir, tout à l'heure à 19h, c'est le tirage au sort des poules. Donc voici les 4 pots, pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Donc c'est simple, le PSG qui est le seul représentant français. Donc dans le pot 1, donc ils affronteront une équipe du pot 2, du pot 3, du pot 4. Ce sera des poules de 4, comme une Coupe du Monde en gros, où les 2 premiers seront qualifiés pour les 8e, car tout ça. Donc le PSG aura par exemple une équipe du pot 2, ça peut être la Juve, ça peut être l'Inter, ça peut être Porto, on verra. Tout le tirage au sort, c'est ce soir, 19h. On parlera bien sûr de toutes les poules demain. Et concernant cette Coupe du Monde des clubs, on connaît le diffuseur, ça sera DAZN, qui est beaucoup critiqué en France par rapport à ses prix. Ça sera eux qui diffuseront cette Coupe du Monde des clubs. Donc, accord mondial entre la FIFA et la plateforme. Il s'agit d'un deal mondial qui se chiffrerait quand même à 1 milliard d'euros.
Ils ont payé beaucoup d'argent DAZN, les gars, pour avoir, pour avoir l'exclusivité. Il n'y aura que, il y aura ni BI ni Canal, ça sera seulement sur DAZN. Bon, après, une très bonne nouvelle, les gars. C'est que, voilà, en gros, officiel DAZN diffusera gratuitement la Coupe du Monde des clubs. Donc, même si tu n'es pas abonné, tu pourras suivre toutes les rencontres de cette compétition gratuitement. Voilà, ils feront, même s'ils ont payé beaucoup, 1 milliard quand même pour avoir la diffusion des matchs, ils feront payer personne. Parce que voilà, tu peux regarder gratuitement les rencontres. Hein. Ça commencera du 15 juin au 13 juillet. Ça sera aux États-Unis, bien sûr, cette Coupe du Monde des clubs. Donc, tous les matchs gratuits en direct. Donc, ça, c'est un très beau geste, on peut dire, de la part de DAZN. Et concernant cette Coupe du Monde des clubs, ça aura peut-être un impact sur la Ligue 1. Donc, voilà, donc ça pourrait décaler le début de la prochaine saison de Ligue 1. Donc, soit l'ensemble de la première journée pourrait être repoussé, soit uniquement le match du PSG. Seul représentant français de la compétition, rien n'est encore acté cependant et tout ceci devrait être officiellement fixé d'ici le début d'année 2025. Donc voilà, soit de la première journée, au lieu qu'elle démarre peut-être, je sais pas, le 8 août, je sais pas, je dis au pif, démarrera une semaine après, ou soit ça sera seulement le premier match du PSG qui sera décalé une date ultérieure, parce que le PSG, s'ils vont jusqu'en finale, le 13 juillet, et ben voilà, après de partir en vacances, tout ça, la pré-saison, ils auront moins de repos que les autres équipes de Ligue 1, donc c'est pour ça tout sera décidé. Début d'année 2025, ce qui va se passer avec la future année de Ligue 1. Bref, on va parler du Paris Saint-Germain. Et d'après le journal L'Équipe, ceux qui envoient ça, donc certaines sources proches de Doha assurent que l'émir du Qatar, c'est celui, le propriétaire du PSG, il y a Nasser, bien sûr, la personne qui est le président, mais au-dessus de lui, il y a l'émir, celui qui a acheté le Paris Saint-Germain. Donc serait vendeur du PSG en cas de belle offre, écrit le journal L'Équipe. Donc il y a un détachement prononcé du PSG depuis la fin de la Coupe du Monde 2022 qui est au Qatar. C'est le gros objectif bien sûr du Qatar. Ils avaient peut-être acheté le PSG en 2011 pour promouvoir tout simplement le Qatar, pour avoir que la Coupe du Monde se déroule au Qatar, ce qui a été le cas. Hein. Donc maintenant, en gros, d'après l'équipe, depuis que cette Coupe du Monde a été faite au Qatar, en gros, le PSG n'est plus une priorité pour les ministres du Qatar. Enfin, c'est le journal L'Équipe qui dit ça. Donc désormais, le club parisien n'est plus perçu comme j'ai dit, une priorité. Bon, ça a été réagi, les gars. Un porte-parole de QSI dément les informations du journal L'Équipe. C'est complètement faux. Le même journal écrit les mêmes bêtises semaine après semaine. Les actionnaires viennent de dépenser quand même 350 millions d'euros pour Poissy, vous savez, le nouveau centre d'entraînement du PSG. Donc voilà, ils veulent partir, mais ils ont investi 300 millions d'euros pour le centre d'entraînement. Ça aurait une logique, bien sûr. Donc de nouvelles extensions majeures du campus et cherchent un investisseur à investir des centaines de millions dans un nouveau stade. Le PSG, vous savez, il prévoit de construire un stade. Donc voilà, QSI, l'équipe dit que QSI veut plus avoir le PSG, ils veulent le vendre, mais ils veulent investir dans un nouveau stade pour le PSG. Donc voilà, ça n'a aucune logique. Donc il dit en gros que c'est totalement faux. Voilà, en gros... Oui, ça doit être une fake news totale du journal L'Équipe. Je pense que QSI ils sont bien avec le PSG. Puis ils veulent continuer bien sûr avec cette équipe parisienne. Et toujours avec le Paris Saint-Germain, donc Luis Enrique, on sait que là ces derniers jours ça a été très chaud pour lui. Il y avait beaucoup de... C'est un peu un conflit avec Barcola, avec Dembélé, tout ça. Donc il joue la carte de l'apaisement. Voilà. Donc le coach espagnol a parlé à ses joueurs hier en marge de l'entraînement et aussi discuté avec ses dirigeants le bilan. Il faut se montrer plus positif et avancer ensemble. Voilà, il faut arrêter les guéguerres entre les joueurs et le coach. Il faut aller de l'avant. Sinon, s'il y a encore des clashs dans l'équipe, ça va amener le Paris Saint-Germain bien sûr dans le mur. Et à noter que ce gardien Arnaud Tenas, les gars, suite aux performances peu convaincantes de Donnarumma et Safonov, Arnaud Tenas, jusque-là très peu utilisé par Luis Enrique, pourrait avoir prochainement sa carte à jouer. Donc le prochain match du PSG, c'est dès demain. Le PSG joue demain ce déplacement le plus court en Ligue 1, un déplacement au Auxerre où il y a 1h30 de route. Donc voilà, peut-être, j'ai pas dit, j'en sais rien, mais vu que Donnarumma et Safonov un moyen lors des dernières performances, et peut-être ça sera peut-être la chance d'Arnaud Tenas de gauler. On verra demain la compo, bien sûr, qui sera alignée par Luis Enrique. Et toujours avec Paris, tiens, Gyökeres, Luis Campos aurait tenté de préparer une arrivée de Gyökeres au PSG, mais Luis Enrique, le coach, aurait refusé, estimant que le Suédois jouerait très peu. Ça, c'est quand même totalement fou. Bon, c'est foot mercato quand voilà faux, mais voilà. En gros, oui, tu fais-le venir, mais il ne jouera pas. Un peu à l'image de Randal Colomwani, au PSG, il ne joue pas. Mais ce serait la même chose pour Gyökeres. Il préfère peut-être jouer avec Kanguini ou Marco Asensio en numéro 9 que un pur 9. Donc voilà. C'est bon, on peut dire alors en gros qu'il ne viendra pas, Victor Gyökeres. Bref, on continue avec un autre club dans la région parisienne, c'est le Red Star, donc dans le 93. Et officiel, le Red Star se retire de la plateforme X. J'en ai parlé ces dernières semaines, il y a aussi des clubs allemands qui s'étaient retirés. Donc en gros une plateforme qui est devenue un catalyseur de haine de manière exponentielle et ininterrompue, une dérive que le club ne souhaite pas cautionner. Donc voilà en gros.
Voilà, ils arrêtent leur compte Twitter, en gros, l'équipe de Red Star qui est actuellement en Ligue 2. On va parler de Kylian Mbappé, fait son retour médiatique, donc il sera l'invité de Mouloud Achour dans un numéro de Click TV diffusé ce dimanche, là, tiens, dans quelques jours, à 19h30 sur Canal+. Donc c'est rare quand même d'avoir un Kylian Mbappé en interview. Voilà, donc ça fait des longs mois, je crois que cette dernière interview, c'était envoyé spécial sur France 2, il y a peut-être un an et demi. Voilà, donc là, il va être interviewé, donc ça sera dimanche à 19h30. Donc voilà, on en reparlera lundi, bien sûr, de tout ce qu'aura dit Kylian Mbappé. Il tient toujours avec lui, et Jérôme Roten estime qu'il n'y a pas d'incompatibilité sur le terrain entre Mbappé et Vini Junior. Il a dit: je reste persuadé que si tu as Vini au top de sa forme, avec Kylian au top de sa forme, cette équipe est quasiment injouable. J'imagine que ces deux grands joueurs vont mettre leur ego de côté pour bien s'entendre et faire gagner le Real Madrid en étant bons l'un avec l'autre et non l'un sans l'autre. En effet, ils aiment tous les deux le côté gauche, mais ne peuvent pas y jouer à deux, bien sûr. Ce n'est pas un problème de positionnement, c'est un problème de niveau de Kylian Mbappé, du joueur qu'il a été et qu'il n'est plus. S'il retrouve son niveau, pour moi, ce n'est pas une histoire de positionnement, ils vont s'éclater. Voilà ce que peut dire en gros Jérôme Roten sur Kylian Mbappé et Vini Junior. On va parler de l'affaire Paul Pogba, parce qu'actuellement, vous savez, l'affaire Paul Pogba par rapport à ses frères, la séquestration, tout ça, parce qu'actuellement il y a une audience, là ça fait déjà quelques jours, et officielle, 1 an de prison ferme requis contre Mathias Pogba dans l'affaire liée à son frère Paul. Donc la procureure demande exactement 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans assortis d'un sursis simple et une amende de 10 000 euros. Voilà, dans cette affaire. Donc il y a déjà 6 jours du procès de Mathias Pogba. Donc une explication verbale tendue a lieu entre plusieurs prévenus et un groupe de personnes dont certaines assistent au débat depuis plusieurs jours par intermittence. Les policiers ont été appelés à l'intérieur du tribunal pour encadrer leur sortie, parce qu'actuellement il y a plein de personnes qui ont interviewé les gars qui disent en gros ce qui s'est passé, vous savez, dans l'affaire Paul Pogba. Et en gros hier, en gros, ça a failli venir en main, en plein dans le tribunal. Voilà, actuellement, ce qui se passe par rapport à cette affaire. On va parler de ce maillot que va sortir l'AC Milan à l'occasion des 125 ans du club. C'est vraiment stylé. Le côté vintage, ça donne tellement un flow avec ce genre de club historique, comme le maillot, bien sûr, de l'AC Milan avec le écusson à l'époque. Donc, voilà, il va sortir ce maillot, les gars. Ça sera un maillot collector pour les 125 ans de cette équipe. Tu as toujours avec les maillots aussi un nouveau maillot du côté de Lens. Le Racing Club de Lens dévoile son nouveau maillot pour la Sainte Barbe. Ce maillot rend hommage aux mineurs de fond de la région. Donc peut-être là pour le prochain match de Lens en Ligue 1, ils porteront peut-être ce maillot noir pour leur match ce week-end. Les joueurs de Manchester United ont abandonné le projet de porter une veste Adidas en soutien à la communauté LGBT avant le dernier match contre Everton. Souvenez-vous, Manchester United s'est imposé 4-0, c'était le week-end, là, dimanche ou samedi le match. Donc ils auraient dû rentrer tous avec une veste arc-en-ciel. Et ils ne l'ont pas porté. Donc en gros, c'est Nousser Mazraoui indiqué à ses coéquipiers qu'il ne souhaitait pas porter cette tenue avec comme raison sa religion musulmane. Donc l'équipe a alors décidé qu'aucun joueur ne participera à cette cause. Et du coup, personne a porté cette veste, normalement qu'ils devaient tous porter, pour rentrer sur le terrain avant le match, bien sûr, contre l'équipe d'Everton. Puis on va parler toujours de Manchester United, on va parler de Ruud van Nistelrooy. Souvenez-vous, c'est lui qui avait pris l'intérim pour remplacer Erik ten Hag. Et à propos de son éviction de Manchester à l'arrivée de Ruben Amorim, il a dit: j'ai été déçu, vraiment déçu, ça m'a fait mal de devoir partir, parce que lui il aurait voulu rester à Manchester et être dans le staff de Ruben Amorim, mais Amorim il a dit non, moi j'arrive avec mon staff, je veux pas de Ruud van Nistelrooy, qui est du coup maintenant le coach de Leicester. Et il dit en gros que ça lui a fait mal, il était déçu, ce que lui aurait voulu, même s'il aurait pu être l'entraîneur numéro 1, il aurait voulu être dans le staff quand même de Ruben Amorim, mais surtout rester du côté des Red Devils. On va parler d'un autre coach, c'est Christophe Galtier, ancien coach du PSG. Donc actuellement il est coach de l'équipe de Al Douaï, là on peut voir, qui est actuellement leader du championnat du Qatar, première position. Et ben il pourrait devenir sélectionneur du Qatar. Christophe Galtier, l'ancien coach du PSG, leader du championnat qatari avec Al Douaï. Son travail est apprécié par les dirigeants de la fédération. Voilà, donc peut-être sera lui le sélectionneur du Qatar. Et on pense à quoi être le jackpot, déjà qui touche beaucoup d'argent à Al Douaï, pourrait toucher encore plus en devenant sélectionneur de l'équipe nationale. Donc voilà, concernant Christophe Galtier. On va parler de Federico Chiesa, un joueur de Liverpool, donc débute avec les U21 de Liverpool ce soir pour préparer son retour avec l'équipe première, parce qu'il était blessé là depuis quelques semaines. Et du coup, il n'a pas joué bien sûr hier lors du match contre Newcastle, mais ce soir il y a un match des U21, donc l'équipe B on va dire de Liverpool, et il devrait jouer cette rencontre pour rejouer peut-être là d'ici quelques jours avec l'équipe première des Reds. On va parler aussi d'un ancien joueur de Liverpool, c'est Karius, sur sa finale face au Real Madrid en 2018 où il avait perdu, Liverpool a perdu 3-1, où il a fait quand même
une énorme boulette, hein, bien sûr, voire peut-être deux. J'ai du mal à m'en remettre. Tant de choses se sont produites alors que j'étais déjà fragile, désolé. C'était le chaos. Tout ce que je faisais était scruté. C'était tellement extrême. Voilà, ces erreurs face au Real Madrid en finale de Ligue des Champions lui ont tué sa carrière. C'est terrible. C'est vrai que depuis, il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Puis depuis, bien sûr, il a été à chaque fois critiqué, bien sûr. Le gardien, Karius. Officiel, Tanguy Koulibaly est suspendu 3 matchs dont un avec sursis. Cela fait suite à son geste déplacé face à Lille. Donc il a pris un carton rouge lors du match Montpellier-Lille. Le week-end dernier, en gros, il a pris le ballon. Il y avait un ballon. Il a tiré sur Bruno Genesio, qui est le coach de Lille. Et du coup, Genesio l'a même coursé. C'est n'importe quoi. Bref, il a pris 3 matchs de suspension. Tanguy Koulibaly a noté que Jean-Louis Gasset, donc lui aussi il a pris carton rouge lors du match Montpellier-Lille, donc l'entraîneur de Montpellier suspendu un match, hein. Après c'est Montpellier-Lille. N'oubliez pas que pourquoi on sait tout ça, parce que chaque mercredi c'est la commission de discipline, donc tous les cartons rouges en gros du week-end précédent, en gros c'est combien de matchs le joueur a pris. C'est pour ça qu'hier, c'était hier, et on connaît bien sûr la durée d'absence des personnes qui ont pris rouge, hein. Et Mathieu Cafaro est suspendu 2 matchs fermes. Donc lui, il avait pris un rouge au bout de 17 minutes de jeu contre Rennes. Ils ont perdu 5-0 à Saint-Etienne. Donc il avait été expulsé face à Rennes pour une main dans la surface sur une frappe rennaise. Donc 2 matchs fermes, hein, pour Cafaro. On va parler de Jean-Claire Todibo, sera absent pour plusieurs matchs avec une gêne à l'adducteur. Donc il pourrait manquer le reste des matchs de 2024. Il reviendra peut-être janvier 2025. On lui souhaite un bon rétablissement pour l'ancien niçois. Et on finit aujourd'hui avec un autre défenseur français, enfin il a pris sa retraite, c'est officiel, c'est Adil Rami qui intègre le casting de Danse avec les stars sur TF1 qui va commencer là très prochainement. Et voilà, donc il y a Adil Rami qui dansera avec une danseuse, les gars, lors de cette émission sur TF1. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain vendredi. Voilà. Et moi je vous souhaite une bonne journée et à demain.